Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio Anthropocène. Vous écoutez Terreau commun, une émission radiophonique animée par Archipel Maison de l'Architecture, qui donne la parole à celles et ceux qui accélèrent la transition et l'adaptation de la ville aux enjeux écologiques, climatiques et sociaux de demain. Terreau commun, un espace de ressources, une bibliothèque de voix, un creuset de projets en cours d'expérimentation ou réalisés qui vont dans le sens du mieux et du moins. Au programme de ce vendredi, un plateau consacré à l'architecture, avec autour de cette table Arthur Bell, Laurent Grabert, Antoine Trolla, Antoine Bégel et Léo Hurly. Bonjour à tous les 5 et merci de votre présence au Collège Truffaut où nous sommes accueillis dans le cadre du festival à l'école de l'Anthropocène. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tous les 5 architectes, je vais vous présenter très rapidement. Arthur Bell, vous êtes architecte associé à l'Atelier du Rouget, fondé en 2000 par Simon Tessou et situé au Rouget dans le Cantal. Antoine Grabert et Antoine Trolla, vous êtes cofondateurs de l'agence Looking for Architecture, LFA, créée en 2007 et basée à Lyon. Et Antoine Bégel et Léo Hurly, vous êtes 2 des 7 architectes associés de communes, ateliers créés à Lyon en 2019. Alors vous représentez 3 ateliers qui se caractérisent notamment par une pratique qui accorde une large place à la recherche, à l'exploration, à l'expérimentation. Et j'aimerais pour cette table ronde discuter avec vous de la notion d'engagement. Engagement au singulier, mais aussi et surtout au pluriel. L'engagement pas seulement comme synonyme de militantisme, mais aussi comme promesse, respect ou simplement désir. Donc une polysémie qui prend tout son sens dans l'action et dans les choix que vous opérez au quotidien dans vos projets architecturaux ou d'espace public. Alors qu'est-ce qui est pour vous une architecture engagée et quelle forme prend-elle dans vos pratiques aujourd'hui ? Alors pour débuter cet échange, je voudrais demander à chacun d'entre vous, Atelier du Rouget, LFA, puis Commune, de partager un projet particulier qui illustre ou incarne votre engagement. Et cet engagement, si vous pouviez essayer de le qualifier, de quelle nature est-il ? Est-ce qu'il se situe dans les valeurs et dans la philosophie que vous prenez dans votre agence, dans la technicité, plutôt dans le programme, ou encore dans les questions économiques, faire mieux avec moins ? On commence ce tour de table par vous, Arthur ? Oui, bonjour. Donc sur cette question d'engagement, on pourrait dire que l'atelier du Rouget, on est surtout dans des logiques d'engagement de long terme avec nos maîtrises d'ouvrage. Et finalement, le projet dont on pourrait parler, c'est celui de Calac. C'est-à-dire que le degré finalement d'engagement, là on arrive le plus loin, c'est peut-être celui finalement des maîtrises d'ouvrage qui elles-mêmes vont le plus loin dans leurs convictions, dans les valeurs qu'on peut partager avec elles. Donc pour dire quelques mots de Calac, donc une commune située dans les Côtes d'Armor, avec une situation de commune avec des fragilités retenues dans le dispositif Petite Ville de Demain, avec un certain nombre d'équipements publics vétustes, des espaces publics assez peu qualitatifs, avec l'enrobé omniprésent, enfin finalement une commune comme on peut en trouver beaucoup en milieu rural, mais surtout une maîtrise d'ouvrage très volontariste, des élus qui ont un engagement social et politique fort, avec un projet d'accueil initial de réfugiés. Donc une vraie volonté d'avoir un projet urbain qui accueille cette population et une volonté de passage à l'action assez forte en transformant radicalement l'intégralité de leur commune. Donc c'était la commande initiale à laquelle on a travaillé avec les élus, les techniciens, mais aussi les habitants. Et donc on voulait vraiment saluer l'engagement de cette maîtrise d'ouvrage, puisque ce projet d'accueil des réfugiés leur a valu une adversité très forte sur la commune. Donc ça a été relayé dans la presse. Et cette équipe municipale a tenu le cap. Et aujourd'hui a passé à l'action sur ce plan guide qui prévoit finalement un engagement de 10 millions d'euros pour réhabiliter à la fois une série d'équipements publics, des espaces publics, dans une logique qui finalement les met aussi en porte-à-faux, puisque c'est le sujet de toutes ces communes qui doivent engager une mutation radicale, que de les mettre en porte-à-faux politiquement sur un temps long de l'action de l'urbanisme, qui n'est pas celui du mandat électoral. Donc c'est vrai que on voulait quand même saluer ce courage-là, et finalement, dans la question de l'engagement, ce qui nous permet, nous, de concrétiser les projets qui vont le plus loin, c'est quand même avant tout cette capacité des maîtrises d'ouvrage à tenir des ambitions dans le temps long. Merci. LFA ?
Alors nous également, un peu comme Atelier du Rouget, cette question du temps long et de la relation avec la maîtrise d'ouvrage, c'est quelque chose aussi qui, pour nous, est un dispositif qui est très marquant dans la fabrique du projet. Cette relation-là, on la tisse avec beaucoup de nos clients, par chance, hein, c'est-à-dire que c'est des relations qui se figent et qui se fabriquent sur le temps long. Un exemple un petit peu de projet qui illustre ça, qui est un bâtiment qui s'appelle Béarn, en fait, qui est un petit bâtiment, un ancien bâtiment radar sur une base aérienne qui s'appelle la base 217 au sud de Paris, sur les communes du Plessis-Pathé et de Brétigny-sur-Orge. Donc il y a un territoire qu'on connaît. On a commencé, je dirais, à le façonner au travers d'un projet qui s'appelle le Modulaire, qui est un projet un petit peu vitrine de la volonté politique de ce grand territoire, qui est cette ancienne base aérienne de 300 hectares, dont le plan guide est piloté par l'AUC et puis Coloco en paysage. Et là aussi, il y a cette question de rapport entre politique, action, échelle de territoire, difficulté aussi dans ce type de très périurbain. On est vraiment sur la deuxième couronne de la région parisienne, au contact direct de grandes plaines agricoles. Et donc, on a pu, d'une part, faire un projet qui était celui de Modulaire, qui est très vitrine, très, je dirais, un peu techno et qui a vocation à créer une porte d'entrée sur la base, mais un second qui, pour nous, venait un petit peu parachever cette question de relation assez intime qu'on a pu construire avec cette maîtrise d'ouvrage qui est la SPL R217, petite équipe de 7 personnes, et donc l'objet était d'habiter un ancien bâtiment radar de 400 mètres carrés en plein cœur de la base, au bord de la grande piste principale qui maintenant accueille la Fête de l'Humanité depuis maintenant 2 éditions et pour encore 8 éditions à venir. Et ce petit objet, voilà, qui témoigne d'une architecture militaire et d'un héritage fort des années 50, et ben, du coup, on a travaillé avec la SPL pour en faire un petit bâtiment un peu démonstrateur de leur philosophie et d'approche de leur politique d'aménagement sur la base. Donc ça a débuté par une question de réinterrogation du programme, comme souvent dans nos projets. Réfléchir avec eux à leur manière d'habiter, de travailler, parce que là aussi on est sur un bâtiment qui est pas au contact, je dirais, d'une rue classique. Il faut bien marcher un quart d'heure depuis l'entrée de la base pour atteindre ce petit bâtiment, et donc ça crée des conditions de rapport au paysage, à l'horizon, au ciel, à la nature, à la friche, qui sont tout à fait particulières, et également aussi aux enjeux climatiques, puisqu'on a eu à cœur de traiter à la fois de cette question du rapport au déjà là, et en même temps d'essayer de formuler un petit peu avec eux une sorte de manière d'aborder son milieu de manière un peu plus résiliente, et donc de revenir à des fonctionnements un peu basiques, d'ouvrir sa fenêtre pour aérer, et puis toujours aussi ces questions de cadrage et de rapport au paysage qui sont très importants, la domesticité aussi, qui était un point de raccord dans ce projet-là. Donc voilà, c'est un petit peu un objet qui symbolise un petit peu tout ce que nous, on apprécie dans la question de l'engagement. Commune ? Oui, nous tout d'abord, c'est de se rappeler que, comme plein d'autres architectes, finalement, c'est surtout l'attention ou le temps passé aux êtres et aux choses quand on fait architecture qui nous intéresse, en se rappelant que c'est toujours à la fois un acte politique, social et esthétique, et que c'est à partir de cela qu'on juge ou qu'on discute de nos projets collectivement. Un projet qui peut exprimer ça, ou en tout cas d'une certaine manière, c'est une toute petite extension d'école à Villeurbanne, Saint-Exupéry, qui pour nous représente un engagement sous une forme esthétique, par le temps passé au travail en maquette, à trouver la bonne forme adaptée finalement à ce territoire, à ce lieu, à cet usage, et puis qui se cherche, notamment en proposant de la ventilation naturelle et en décalant 2 pans de toiture pour qu'à la fois ça crée une pièce qui soit bien éclairée, aux bonnes proportions, et qu'en même temps ça participe d'une forme de virtuosité. Engagement écologique parce que c'est un bâtiment construit en chaux-chambre, et donc c'est un matériau qu'on travaille sous plusieurs aspects, et donc il nous semble important de toujours aussi se poser une question par projet, d'essayer de s'informer ou de se former sur des techniques qui sont plus vertueuses. Et puis engagement social, puisque finalement dans le temps du chantier, à la fois il y a eu une médiation autour de ce projet importante par une cabane de chantier où on a apporté la maquette, des échantillons pour que chacun et chacune qui fabrique et participe à la construction comprenne l'intérêt du projet, et aussi d'adapter son dessin
typiquement ici à la préfabrication. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude de faire du chaud-chambre sur site, projeté, et puis c'est extrêmement finalement fatigant pour les ouvriers et les ouvrières. Donc l'idée c'était de se dire en travaillant en préfabriqué, c'est l'occasion que le chantier soit aussi des vertus sociales importantes, quoi. Et donc ça a demandé de déplacer notre manière de dessiner le projet, son architectonique, etc. Donc voilà, c'est une mesure entre ce qu'on considère comme une forme de beauté, une forme de justesse par rapport à questions d'anthropocène, et puis aussi de justesse sociale. Alors vous l'avez, pour certains d'entre vous, un peu esquissé dans vos premières réponses, mais lorsqu'on songe aux postures de recherche, d'exploration ou d'expérimentation, qui peuvent donc être les vôtres, dans quel cadre de commande parvenez-vous à objectiver ces dimensions? Avec quel type de commanditaire? Est-ce que c'est plutôt des publics ou des privés? Et quelle relation finalement construisez-vous avec ces maîtrises d'ouvrage pour aller au bout d'un engagement, quel qu'il soit, hein? Vous en avez esquissé plusieurs. Et puis on peut aussi parler peut-être des modes opératoires, des temporalités. On reprend le tour de table avec vous, Arthur. Oui, alors pour poursuivre du coup sur la question du coup du temps long, qui était un petit peu la condition justement pour aller jusqu'au bout des projets, même si en urbanisme il n'y a pas forcément de bout, mais du moins pour pouvoir faire un chemin plus ou moins long, on voit qu'il y a une forme, disons, d'entente mutuelle, mais aussi de comprendre un peu les contraintes de chacun, y compris du politique, des élus ruraux. Donc quand on parlait d'engagement préalable, c'est vrai que nous on cherche toujours à aller le plus loin possible sur un certain nombre d'enjeux, qui soient écologiques, sociaux ou autres. Mais que de l'autre côté, c'est pas forcément que les valeurs sont pas partagées, c'est qu'il y a des contraintes qu'il faut assimiler, notamment quand on fait de l'urbanisme. Voilà, on arrive aussi avec des élus qui ont leur administré, leur équipe technique, donc il y a un temps d'acculturation mutuelle. Et donc c'est vrai que là où on va le plus loin, c'est là où on a vraiment le temps disons, d'un dialogue constructif sur le temps long avec des élus. Donc la situation peut-être qui l'illustre le mieux, c'est le Rouget, puisque c'est là où est basée la commune, l'atelier du Rouget, et où on travaille depuis du coup de nombreuses années. Et finalement, ce temps long, ça a permis de vraiment avoir une compréhension de ce que nous on a pu proposer, même si au départ on a l'impression qu'on présente un projet et que c'est compris, que c'est assimilé et que c'est parfaitement pris en main par les élus. Puis on se rend compte que voilà, il y a des subtilités, il y a toutes les manières de faire qui demandent quand même finalement de continuer à mettre en travail les idées, à débattre avec l'ensemble des équipes. Et donc c'est peut-être voilà, cette capacité à projet après projet, convaincre à la fois les élus mais aussi les habitants avec un travail de pédagogie pour réussir à faire changer les points de vue sur du coup une dimension finalement culturelle de l'urbanisme qui finalement crée ces conditions d'aller toujours plus loin et de concrétiser nos engagements. Antoine Trolla. La recherche, l'agence s'appelle Looking for Architecture parce qu'il y avait cette idée de recherche, mais finalement l'architecte n'est pas vraiment un chercheur. Mais je préfère les mots d'exploration ou d'expérimentation. Et nous, on aime bien commencer cette démarche-là d'expérimentation et d'exploration à travers la construction d'un récit avec le maître d'ouvrage. Alors j'aime bien aussi le mot acculturation, mais qu'on essaye de partager une culture commune pour construire une idée du projet, nous permettant peut-être de réinterroger la question qui est posée, d'être acteur du programme auquel on est censé répondre, et ça passe par essayer de construire un lien de confiance avec le maître d'ouvrage, mais également avec ceux qui vont faire le projet, finalement, un lien de confiance avec l'entreprise ou avec les bureaux d'études, pour essayer de construire ensemble l'histoire du projet, où finalement la réalisation du projet n'est qu'un élément du projet d'architecture. On avait un prof à l'école avec Laurent, qui s'appelait Jean-Pierre Choupin, qui travaillait beaucoup sur ces questions de dire est-ce que le projet est forcément construit. Et hier, j'écoutais Nicolas Delon là, qui parlait de cette question est-ce qu'on construit, est-ce que l'architecte construit des bâtiments ou des lieux ou des espaces, quoi. Et donc du coup, est-ce qu'on est là pour faire ce que l'on voit ou pour permettre quelque chose qui ne se voit pas.
Et ça c'est vraiment cette exploration qu'on essaie de travailler, de pas forcément bâtir, pas forcément des architectes. Il y a beaucoup de projets qu'on fait où on n'est pas des architectes bâtisseurs. Léo Hurly. Concernant commune, on est 7 archi-associés. Une bonne partie d'entre nous sont enseignants ou également chercheurs, donc ça nous maintient dans d'une certaine manière du côté de la question, en tout cas dans une question un peu ouverte, ou dans une culture du doute, pour le dire autrement. Et ensuite, il y a un peu deux types de cadres dans lesquels on évolue, nous, pour rester dans une démarche un peu exploratoire, ou en tout cas dans un champ des possibles. Il y a des cadres un peu favorables qui sont des résidences. Par exemple, on a pas mal de résidences avec la DRAC. Donc là, ça nous donne une pleine latitude à la fois sur la thématique des sujets qu'on aborde, ou alors sur la méthodologie, les manières d'intervenir. Ça, c'est un contexte assez favorable. Une autre dimension, c'est peut-être par l'intermédiaire du ministère, des ministères, notamment avec Amiter, Logement de demain, Quartier de demain, ou le palmarès des jeunes urbanistes, où d'un coup d'un seul, on se retrouve à pouvoir dézoomer un peu de notre pratique quotidienne et se mettre un peu en réflexion. Et après, il y a des commandes classiques, ou pour du privé, ou pour des organismes publics. Et là, à l'inverse, on n'est pas forcément dans une commande favorable. Néanmoins, on va peut-être, pour le coup, chercher à détourner la question pour créer les conditions d'une commande favorable. Et entre nous, on en parle, on appelle ça pirater les choses, les détourner, ou faire force de persuasion ou de séduction. Mais voilà, c'est une manière de reformuler ou de déplacer la question pour y répondre au mieux. Ok, merci beaucoup. Très rapidement, une question pour chacun d'entre vous. Arthur Bell d'abord, vous conduisez au sein de l'atelier du Rouget des projets architecturaux et urbains ancrés dans les territoires ruraux. Outre le fait qu'elle constitue votre objet principal d'intervention, en quoi la ruralité, les ruralités doivent devenir peut-être un sujet primordial? En tout cas, quel regard critique portez-vous sur les situations que vous croisez et comment se caractérise ou se concrétise votre engagement sur cette question-là? Alors, on parle de critique, c'est vrai que quand on arrive dans les différentes communes où on peut travailler notamment sur des études urbaines, il y a toujours matière à critique, donc il ne s'agit pas de faire des procès, mais de comprendre ces situations et finalement d'arriver à en dégager des espaces de possible, des marges de manœuvre crédibles dans des situations héritées, souvent de modèles obsolètes ou disons avec une dimension culturelle qui est peut-être tout à fait raccord avec les enjeux d'aujourd'hui. Et donc il y a tout un travail finalement de réussir à comprendre pourquoi les choses se sont faites de cette manière-là. Et dans ces situations, d'arriver quand même à dégager des ambitions assez fortes. En général, ça veut dire arriver à se projeter sur le temps long, donc de voir grand et loin, mais en même temps d'être dans une logique de réalisme, de pas à pas, avec des logiques de phasage des opérations. Donc dans ces études urbaines qu'on appelle des plans guides. Donc c'est vrai qu'il y a tout un travail comment dire, où la critique, elle permet de voir ce qui... de trouver finalement à chaque fois des éléments sur lesquels on peut transformer les choses. Voilà. Laurent Grabert, Antoine Trolla, chez LFA, vous vous définissez vous-même comme laboratoire d'architecture impermanente. Et pour cause, vous menez des projets aux temporalités variées, avec notamment de l'événementiel, de l'éphémère, avec un lien fort aux cultures alternatives. Est-ce que c'est cela aussi une architecture engagée, une architecture qui expérimente d'autres formes que la construction pérenne, comme vous l'évoquiez, ou la maîtrise d'œuvre classique? Tout à fait. Évidemment. Évidemment, donc cette question du temps qui est un petit peu centrale. Je pense aujourd'hui d'autant plus aussi sur ces notions de robustesse que l'on recherche, de résilience. Et je pense aussi que l'architecture est une expérience et donc le temps très court nous permet aussi de jauger, de travailler avec des intensités qui sont très variables. Et des exemples comme le Festival Nuit Sonore ou une Biennale d'art contemporain ou des projets un peu plus longs dans des phases d'urbanisme transitoire, ça nous permet justement un petit peu encore de nourrir cette
position d'observateur que doit revêtir la question de l'architecte aujourd'hui, en tant qu'observateur du monde dans lequel on vit, on évolue tous ensemble. Et cette expérimentation du temps, elle nous permet justement de le reprojeter dans des projets avec des durées qui sont autres. Mais il est évident en fait qu'on est dans cette attention également du temps dans nos projets. Bon, pour finir, parce que nous avons évidemment 35 minutes pour faire le tour de cette large question, je voudrais vous interroger, Antoine Bégel, Léo Hurly, sur une forme d'engagement écologique, social et solidaire qui caractérise commune. Enfin, c'est ce qu'on peut en tout cas lire en filigrane quand on lit votre présentation sur votre site. Comment est-ce que cela prend forme, peut-être déjà dans le fonctionnement de votre structure, mais aussi bien sûr dans la manière dont vous conduisez vos projets? Oui, donc nous on a voulu s'inscrire dans l'économie sociale et solidaire, donc dans nos statuts c'est écrit comme d'autres. C'était d'abord donner un signe, qu'on sortait de la logique de marché, quoi, en gros, si on dit comme ça. Et après, c'est surtout que ça a été un travail pour nous, de travailler à 7 avec des discussions collectives et des choix collectifs, qui n'étaient pas forcément l'héritage qu'on a eu. Voilà, à l'école, on nous a plutôt appris à être un architecte génie tout seul, dans sa tour d'ivoire, etc. Donc c'était déjà une manière de se déplacer. Donc ça déplace beaucoup de manières de discuter de projets, et donc on va dire surtout d'écriture architecturale, où elle est plurielle. Et puis après, c'était aussi s'inscrire dans ce qu'on pensait être plus large, mais qui n'est pas si large aujourd'hui, qu'on espère qu'il va se développer, c'est-à-dire aussi une sorte de réseau d'économie sociale et solidaire, comme on l'a fait à Thiers, en travaillant avec des entreprises de réinsertion dans l'économie sociale et solidaire, dont on pensait que ça nous aiderait pour les questions de coopératives, notamment habitantes, mais pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, ça nous rappelle, dans nos statuts, ça essaie d'élargir en tout cas les missions d'une agence d'architecture, où dès lors, on a écrit qu'on est aussi là pour faire de la médiation, organiser les cafés de l'archi, etc. Donc disons que ça ouvre un peu un champ des possibles qui est encore à travailler. Voilà. Bon, merci beaucoup à tous les 5. Nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci pour cet échange court mais densément riche d'informations et d'engagement pour le coup. Nous vous donnons rendez-vous le 23 avril 2025 pour un nouvel épisode de Terreau commun. Et nous remercions bien sûr le festival à l'école de l'Anthropocène pour son accueil et lui souhaitons un beau succès. Toutes nos émissions sont en direct et à retrouver en podcast sur radio-anthropocène.fr. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.